ne travaille pas en parallèle avec le ministère de l'Enseignement, je dirais, vise déjà au moins ces 3 ministères, eh bien, il y aura certainement très peu de résultats. Et malheureusement, je dirais, je vais aussi dans le sens de ce que vient de dire Mme Sel, c'est-à-dire que quand on voit les dépenses de notre pays par rapport aux soins, et quand on voit que si on peut, par la prévention, mettre l'accent sur la prévention, et la prévention, il va y avoir des dépenses qui vont être énormes pour pouvoir communiquer à la télévision, pour faire des documents, pour sensibiliser, envoyer des personnes, des professionnels de la santé pour sensibiliser. Je pense que malheureusement, quoi que l'on fasse, il n'y aura pas de conséquences. Et je suis ravie qu'il y ait certains médias, j'espère qu'ils vont être là, pour que quand on sortirait avec des recommandations, que ça puisse réellement être médiatisé, mais pas une fois, ça ne sert à rien qu'on passe à la télévision une fois qu'on en parle. C'est vraiment des stratégies sur le long terme. Voilà, je vous remercie. Merci. Professeur Setala, et puis on donne la parole à nos amis. Merci. Moi, de mon côté, je pense que tous les orateurs, chacun et chacune, selon son prisme, a analysé la situation nutritionnelle au niveau de l'individu et au niveau du pays. Sans être répétitif, je voudrais simplement dire que la situation nutritionnelle, à l'échelle de l'individu et à l'échelle d'un pays, dépend d'abord de 2 facteurs majeurs. Ça a été souligné, mais je voudrais les répéter. Le premier facteur étant le revenu et le pouvoir d'achat. C'est une chose sur laquelle il faudrait absolument insister. Le revenu de l'individu, de la famille et le pouvoir d'achat. Le deuxième facteur, ça a été souligné à maintes reprises, c'est l'éducation. Au sens large. Donc si on maîtrise ces 2 facteurs, je crois qu'on aurait maîtrisé la majeure partie. Le premier facteur étant le revenu et le pouvoir d'achat. C'est une chose sur laquelle il faudrait absolument insister. Le revenu de l'individu, de la famille et le pouvoir d'achat. Le deuxième facteur, ça a été souligné à maintes reprises, c'est l'éducation. Au sens large. Donc si on maîtrise ces 2 facteurs, je crois qu'on aurait maîtrisé la majeure partie de la problématique. Greffé à cela, d'autres facteurs interviennent. Le premier groupe, c'est l'environnement d'une façon globale. Dans cet environnement, j'inclus tout ce qui est production et disponibilité alimentaire. Donc la production. Tous les aspects économiques, sociaux et psychologiques, parce que tous les maux que nous pouvons observer peuvent provenir des situations sociales, psychologiques, économiques, psychiatriques, juridiques. Et puis, un autre groupe de facteurs, ce sont tous les aspects biologiques, c'est-à-dire inhérents à la personne, sa biologie, sa constitution. Madame Maramarani insistait sur le tube digestif. Et qui dit tube digestif, tous les biochimistes savent comment se préparent les aliments, comment sont digérés, absorbés, etc., etc. Donc les aspects biologiques
de l'individu. Et un autre facteur dans la biologie, c'est la qualité qu'on offre aux consommateurs, la qualité des aliments. Et j'inclus dans l'aliment l'eau. Je crois que ce diagramme un tout petit peu nous montre la complexité de la problématique. Et merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous propose qu'on prenne la dernière intervention et puis on vous donne la parole si ça vous va, Monsieur le Président. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Hanan Amina, je suis diététicienne nutritionniste et je voudrais m'attarder sur la transition épidémiologique dont vous avez parlé. Et je vous remercie d'ailleurs pour les chiffres très intéressants qu'on vient d'avoir aujourd'hui. J'ai une question à poser. Nous sommes en train de parler du comment réagir, du comment aller en avant pour pouvoir y remédier. Ma question, c'est quand il s'agit d'une maladie transmissible, il y a des démarches qu'on suit. C'est-à-dire, quand on voit le patient, parce que je suis praticienne, quand on voit le patient, on appelle même la famille, l'entourage pour remédier, parce qu'il s'agit d'une maladie justement transmissible. Par contre, quand il s'agit d'une maladie non transmissible, je donne l'exemple du diabète, on reçoit juste le malade. Alors même quand on fait la prise en charge, c'est juste le malade. C'est vrai qu'il y a des journées de sensibilisation qui se font, il y a des portes ouvertes, il y a beaucoup de choses, mais c'est concernant toujours le diabétique lui-même. Mais on ne va pas loin, on ne voit pas sa famille, ses voisins, l'entourage. C'est ça. Personnellement, je dis que c'est ça qui entrave justement la sensibilisation qui est faite, parce que c'est le cas qui est déjà touché, mais on ne voit pas. Par exemple, je donne de simples exemples, quand on a une mère qui vient de découvrir qu'elle est diabétique, on sait systématiquement qu'il y a un grand pourcentage que ces enfants aient la prédisposition à faire un diabète. Mais la prise en charge, elle reste toujours pour la mère elle-même, mais on ne voit pas l'entourage. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je donne la parole, je ne sais pas dans quel ordre, d'abord les dames. Donc, moi, je vais essayer de répondre à la question ou bien du commentaire de madame. Tout d'abord, je vous remercie pour l'importance que vous apportez à la nutrition et à la santé. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ma présentation que la nutrition, ce n'est pas une affaire du ministère de la Santé seul. Donc, on compte sur vous, sur tout le monde, sur tous les départements, les institutions qui peuvent intervenir dans ce domaine pour réussir cette stratégie. Maintenant, c'est vrai que j'avoue que j'étais très positive de ma présentation. Je vous ai parlé des actions qu'on développe. Il y a déjà le premier point positif, c'est qu'il y a un engagement de la part du ministère de la Santé pour agir en matière de nutrition. Ça, c'est très important, je pense. Il y a également des interventions, c'est vrai, parce que la nutrition, c'est très large. On s'attaque à certains aspects de la nutrition qui sont les carences en micronutriments, la promotion de l'allaitement maternel, mais il y a d'autres aspects peut-être qu'on est en train de travailler dessus et peut-être que ça va sortir prochainement. Et bien sûr, nous avons il y a des limites et peut-être qui entravent la mise en place de cette stratégie d'une manière de la façon avec laquelle on veut. Il y a des limites budgétaires, certes, parce qu'il y a des priorités au niveau du ministère de la Santé. Il y a des limites en matière de ressources humaines également. Et c'est pour ça, à chaque fois, dans ces rencontres, j'essaye de présenter cette stratégie, de plaidoyer auprès des différents partenaires pour nous accompagner. On est très ouvert à développer des partenariats avec les instituts de recherche, avec la société civile, avec même le secteur privé pour nous accompagner à mener à bien cette stratégie. Et je pense
c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Je vais répondre, mais je vais parler de manière très globale. Le ministère de la Santé, il faut savoir que dans ses priorités, il y a des priorités parce que c'est la santé publique. On avait des maladies qu'il fallait prendre en charge. Nous avions la tuberculose, il y a le sida, il y a les maladies diarrhéiques, il y a le paludisme. C'est un processus. Quand est-ce qu'on parlait des maladies non transmissibles? Moi, ça fait 20 ans que je suis au ministère de la Santé. C'est dernièrement qu'on a commencé à parler de maladies chroniques. On n'avait pas le droit de parler du diabète parce qu'on allait soulever le problème de l'insuline qu'on n'avait pas. Ces dernières années, oui. Donc, il faut comprendre que c'est un processus qu'il faut suivre. Aujourd'hui, nous avons des stratégies nationales. Nous savons qui va faire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons identifié les partenaires et nous sommes tous en train de dire ce n'est pas l'affaire du ministère parce que c'est le ministère de la Santé. Maintenant, non. Il a calmé, il faut voir de quoi il souffre et qui c'est qui va intervenir pour alléger ses souffrances. Donc, nous avons des stratégies. La vision est claire. Pour la multisectorialité, nous avons élaboré un plan multisectoriel qui a fait sur lequel presque 22 partenaires et les 3/4 c'est des départements gouvernementaux dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les partenaires clés. Ils se sont engagés avec nous dans un certain nombre d'interventions. Nous allons signer une charte et dans ce cadre de multisectorialité. L'obésité, c'est vrai que c'était considéré comme un facteur de risque. Aujourd'hui, c'est une maladie. Et moi, je suis responsable des maladies métaboliques et endocriniennes. L'obésité, c'est une maladie, et je le dis au nom du ministère de la Santé, et nous allons élaborer un programme national de lutte contre l'obésité incessante. Il y a aussi la demoiselle qui a parlé du diabétique. Oui, c'est bien de dire tout ça. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. Mais déjà, le diabétique, c'est déjà pas mal. On ne voyait pas les diabétiques, madame. Le diabétique, une fois qu'il était diagnostiqué, il était perdu dans la nature. Maintenant, le diabétique, un circuit, une filière de soins qui est respectée, il est pris en charge au niveau de la santé, du centre de santé. Avant, le médecin généraliste ne pouvait même pas initier l'insulinothérapie. Maintenant, le médecin généraliste commence son traitement. Il n'a pas besoin, il est diagnostiqué pour Zazat, il devrait venir jusqu'à Casa pour qu'on lui prescrive. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas de programme d'éducation thérapeutique qui obéit à des normes. Est-ce qu'il en existe? Vous m'en informez? Non, il n'y en a pas. Je suis responsable du programme de prévention et de contrôle du diabète et nous avons entamé un programme pilote dans 7 sites au Maroc de programmes d'éducation thérapeutique. C'est vrai qu'il y a des actions éparpillées de droite à gauche. Est-ce que ce sont des informations justes ou pas justes? Je n'en sais rien. Mais là, nous avons entamé un programme d'éducation thérapeutique au niveau de 7 sites pilotes que nous allons généraliser. Donc, si le diabétique, il faut commencer. Alors, nous avons, comme a dit ma collègue, il y a beaucoup de contraintes. Attention, ne croyez pas que le ministère de la Santé, on éjecte beaucoup d'argent. On éjecte beaucoup d'argent. Alors, le matériel pour le suivi métabolique. Depuis quand on faisait l'hémoglobine glyquée aux diabétiques? Maintenant, on le fait. Donc, peut-être d'ici 20 ans, moi je serai là, vous serez là, vous changerez de question et vous direz voilà, il y a des choses qui se font. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses qui se font. Je remercie aussi beaucoup de départements qui sont engagés avec nous. Et sans vous, on n'y arrivera pas, ça c'est certain. Avant de donner la parole, cher monsieur, je voudrais revenir sur une question qui a été soulevée, d'abord le problème de communication dans le cadre de la stratégie.
Et je voudrais savoir quel est le degré d'implication du ministère de l'Éducation nationale dans sa stratégie, puisque on parle beaucoup, l'espoir, je crois, viendra de l'éducation nutritionnelle qu'il faut aborder dès le jeune âge, dès la maternelle. Donc, ce n'est pas à quelqu'un qui a 30 ans qu'on va éduquer. C'est sûr qu'il va falloir cibler les jeunes. Bien sûr, dans le cadre de la stratégie de nutrition, aussi de la stratégie de la santé scolaire universitaire, parce que nous avons un programme de la santé scolaire universitaire qui vise bien sûr les étudiants, les élèves, à les sensibiliser en matière de santé en général. Et il y a toutes des actions pour renforcer la composante nutrition dans ces actions, des interventions en matière de sensibilisation de cette catégorie de la population. Et nous avons, dans ce cadre, développé pas mal de partenariats. Il y a même une convention qui est signée entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et d'autres partenaires pour justement travailler sur tout ce qui est promotion de mode de vie sain de cette catégorie de la population. Donc il y a une collaboration étroite et ils sont toujours nos partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur également. Merci. Professeur Dujardin. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Simplement pour insister sur le fait qu'effectivement la question de la santé, c'est une question simplement du ministère de la Santé. Donc il y a dans la stratégie, effectivement, dans le Mme Mouzoni, d'autres intervenants jouent un rôle fondamental, bien sûr, l'éducation, l'agriculture, etc. Et il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites par d'autres départements qui ont une très forte valeur ajoutée. Par exemple, le taux de sucre dans les aliments qu'on achète, les yaourts, nos yaourts, combien il y a de sucre. Par exemple, le sel dans le pain qu'on mange. Ça, ce sont des choses, par exemple, il suffit d'agir sur le sel un peu plus, on peut peut-être baisser la prévalence ou l'incidence de l'hypertension. Donc, c'est une action multisectorielle, et ça, c'est une stratégie en fait mondiale. L'Organisation mondiale de la santé. Moi, lorsque j'étais étudiant en médecine, je le dis chaque fois, donc, ici à Rabat, dans les années 80, on nous disait dans le cours de santé publique, santé pour tous en l'an 2000. Je ne dirai jamais ça. Santé pour tous en l'an 2000. Moi, jeune étudiant, je me disais, ça veut dire quoi, en l'an 2000, tout le monde sera en bonne santé ou quoi? Donc, c'est le problème. En fait, c'était pour encourager les pays, en fait, à appliquer la stratégie des soins de santé primaire d'Almata. Mais maintenant, l'an 2000 est passé, ça fait déjà 14 ans. Et maintenant, c'est vrai que l'OMS dit de plus en plus tous pour la santé. Donc le slogan a été inversé. Parce qu'on ne peut pas améliorer la santé sans s'y mettre. L'éducation, par exemple, l'éducation en particulier, c'est quelque chose de fondamental. Je voudrais aussi insister sur, maintenant, dans le secteur de la santé même, dans le secteur de la santé, il y a aussi une action qui doit être aussi multidisciplinaire. Pourquoi? Parce que finalement, les mêmes facteurs de risque entraînent beaucoup de maladies. L'obésité, elle est elle-même une maladie. C'est un facteur de risque de l'hypertension artérielle, du cancer, du diabète et d'autres. Le même facteur de risque, en fait, il a pour conséquence beaucoup de pathologies. En agissant dessus, on peut régler beaucoup de problèmes. Je voulais aussi insister sur la question de la culture de la prévention, qui franchement n'est pas assez développée dans notre pays, comparativement par exemple aux pays de l'Europe de Nord. Par exemple, dans les études médicales, et ça on se le reproche à nous tous, on n'insiste pas assez sur la prévention. Les médecins ils ont une formation essentiellement, plus curative. Et le médecin marocain, il y a des études qui le montrent. Par exemple, vous avez un médecin qui reçoit quelqu'un parce qu'il a un traumatisme. Cette personne peut être, par exemple, fumeuse. Le médecin va aller au traumatisme. Le reste, c'est intéressant. Il va jouer le rôle du technicien, d'abord, de la santé. Et donc là, moi je crois qu'il y a tout un paradigme à changer à ce niveau-là. Il faut que la formation, pas que des médecins, des professionnels de la santé, des enseignants aussi, parce que c'est eux les futurs enseignants, des enseignants, de tous les gens qui peuvent avoir une influence, il faut leur donner une formation à la prévention. C'est très important. Et ça, par exemple, les pays scandinaves sont partis très très loin dans ce domaine. Et c'est vrai que, par exemple, les conférences qu'on a écoutées ce matin, par exemple la conférence de Mme Mouzoni, en tant que chef de programme au ministère, ça serait bien que cette conférence soit donnée aux études de médecine, aux étudiants en médecine, pas qu'ici. Parce que c'est vrai que
c'est le médecin de demain et il peut passer des messages, etc. Et de la même manière, au niveau des enseignants, etc. Donc c'est toute une culture de prévention, à mon avis, qui est très très importante à développer. Je voulais très rapidement répondre sur la question des maladies non transmissibles et transmissibles. Je crois que Mme Ouzine a déjà répondu. Alors la question, c'est le fait que lorsqu'on trouve quelqu'un qui a une méningite, on l'appelle cas index, on va aller dans l'entourage. Est-ce qu'ils ont des méningites? C'est ça? Le diabète, non, parce que ça ne se transmet pas. Par contre, dans le diabète, ce qui est développé dans les pays, c'est la notion, par exemple, de ce qu'on appelle la médecine de famille. C'est-à-dire, lorsque vous suivez une personne, en fait, c'est une famille qu'il faut suivre. Ce n'est pas simplement une personne. Parce que souvent, c'est des problèmes qu'il faut suivre. Et c'est vrai que dans certains pays, il y a la notion de médecin traitant, etc., qu'on n'a pas encore ici. Mais simplement, donc, c'est une action multisectorielle, multidisciplinaire, donc on n'insistera jamais assez. Merci. Merci, M. le Président. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup à dire. Comme j'ai toujours dit, et peut-être Mme Sel l'a répété tout à l'heure, il est temps d'agir. Je le dis toujours, à mi-chemin dans mes conférences, il est temps d'agir. Et comment? Comment s'y joindre à la recherche, à la pratique? C'est se donner la main. C'est comme l'a expliqué le professeur Mjari maintenant, un praticien, il se veut rester seulement, il veut rester seulement praticien. Il ne s'intéresse pas au reste des choses. Moi, je donnerai un exemple. Il m'est arrivé de discuter avec des médecins. La simple chose qui est l'index glycémique, la charge glycémique, chose avec laquelle travaillent maintenant les médecins, l'Europe, les États-Unis et tout. Ici, on est toujours sur sucre lent, sucre rapide. C'est une notion que je trouve un peu... Alors, la recherche et les chercheurs, et qui par excellence sont des enseignants aussi, peuvent faire arriver des messages sur des appuis et des évidences scientifiques. Alors, pour les évidences scientifiques, je reviens à ces évidences et j'invite mon ami professeur Mjari, si on peut organiser une journée sur ça, seulement sur ça, et qui doit rassembler tous les acteurs, diététiciens, médecins, professeurs universitaires, chercheurs, étudiants, etc. Pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de voir que la faille qui a toujours existé dans plusieurs pays, dans ce domaine d'information, de nutrition, de sensibilisation, chez nous, il est comblé par, vous allez excuser le terme, des charlatans qui occupent tous les médias et les journaux. Et tout le monde souffre maintenant, je l'ai dit tout à l'heure au départ, le médecin praticien, il vous dit, moi je souffre, mes patients m'ont abandonné parce qu'ils ont entendu des choses à la radio, ils reviennent maintenant avec plein de complications. Je sens que la nutrition, c'est en amont, c'est la prévention, mais une fois on est malade, et il y a aussi la nutrition qui peut... vous savez que dans le domaine de la transition, qui a été toujours décrite par Omran en 1971, il y a 3 phases. La première phase, c'est beaucoup de mortalité, beaucoup de natalité. Et puis il y a la phase de la transition, et la phase après transition, où il y a peu de mortalité, peu de natalité, mais les gens vivent bien. Mais maintenant, il y a 2 phases qui ont été ajoutées tout récemment. Il y a la phase par les géographes de la santé et aussi par les, comment on les appelle, les sociologues de la santé. Ils ont rajouté deux phases. Une phase qui est le tassement des mortalités par les maladies non transmissibles. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte. On est diabétique, on est cardiopathique, on nous donne des médicaments, donc on va vivre, et on va vivre longtemps. Et on est malade, donc c'est le tassement. Et après, dans les sociétés qui nous ont dévancés, peut-être qu'on ira dans ce sens, il y a maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle, la sociopathologie. C'est-à-dire, il y a les suicides, il y a les mortalités par d'autres choses, etc. Donc ça, c'est les étapes normales de la transition, peut-être on est dans cette voie. Alors nous, qui sommes là aujourd'hui, et au nom de la SMN, et du fond du corps, je le dis, pas pour une raison ou pour une autre, essayons de combattre tout ce qui se passe. Remarquez, derrière moi, il y a beaucoup d'émissions qui, maintenant, comme une pluie sur des produits qui sont nobles chez nous au Maroc, comme les viandes rouges dernièrement, comme les produits laitiers par exemple. Je ne défends pas parce que pour un intérêt, mais je le dis en tant que scientifique. Nous sommes en dessous des consommations de ces produits d'abord. Nous sommes au Maroc, deuxièmement, où notre viande n'est pas semblable à celle des États-Unis, plein de graisse, plein de calories, Nous sommes dans un pays qui est soumis à un régime méditerranéen, par excellence, auquel on doit retourner. Nous sommes ici.